Bonjour, vous écoutez le podcast Il était 4 fois l'entrée des coulisses, un podcast produit par l'association La Danse des mots. Si vous avez toujours voulu savoir ce qui se passe en coulisses avant l'arrivée des artistes sur scène, vous êtes au bon endroit. À travers notre petite association de théâtre, nous allons vous révéler quelques secrets et donner la parole à des artistes de tout horizon en version interview. Un nouvel épisode est diffusé tous les 15 jours, le dimanche à 10h. Je suis Isabelle S. et je serai votre guide dans les coulisses. Allez hop, voilà, c'est parti. Bienvenue dans cette deuxième saison du podcast. Il était 4 fois l'entrée des coulisses. Merci à vous qui nous avez suivis durant toute la première saison. Et puis merci à toutes les nouvelles oreilles qui nous découvrent. On se retrouve donc après plusieurs mois d'absence. Et de ce côté du micro, ça fait vraiment plaisir. Alors, tout est en place, le micro est ouvert, l'ordinateur chauffe, mon chat ronronne à côté de moi, vous l'entendrez peut-être, mon voisin qui a l'habitude de faire des travaux au mauvais moment a l'air calme, et les avions là-bas tout au bout de la piste ne volent pas. Alors c'est bon, on est prêt, je peux vous annoncer le programme. Pour ce premier épisode, j'ai envie de vous ouvrir une porte de coulisses un peu secrète. Tous les artistes que nous recevons à notre micro ont cheminé d'une manière ou d'une autre jusqu'à leur art. Cela n'a pas toujours été évident pour tout le monde. Du coup, j'ai eu envie de vous raconter mon chemin à moi, d'où vient ma passion du théâtre et du spectacle, et vous verrez que je n'ai pas du tout débuté par le théâtre. La deuxième porte des coulisses s'ouvre sur une artiste peintre et graphiste qui entretient une relation assez forte avec la danse et la musique. Il s'agit d'Amandine Gros, nous entrerons dans son univers tout à l'heure. Et pour la troisième porte des coulisses, place à une nouvelle rubrique, grâce à Marion Lorgnier, fondatrice de Théâtre en 1001 lieux. Comédienne, metteur en scène, professeur, Marion va vous raconter tout ou presque sur les détails cachés ou méconnus du théâtre. Allez où en coulisses. Sans transition, mon récit. Moi, au départ, je n'ai pas eu de rêve de théâtre. J'ai plutôt eu des rêves de spectacle et de spectacle de danse. Mon étincelle à moi, elle vient d'une image d'une danseuse étoile à la télévision. Alors j'étais très jeune, je ne me souviens absolument pas de qui était cette danseuse, quel était le ballet en question, mais ce dont je me souviens très bien, c'est que j'en ai été bouleversée, fascinée, et que j'ai trouvé que c'était d'une beauté absolue et incommensurable. Et ça a été mon étincelle. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai voulu faire de la danse et j'ai voulu devenir ballerine ou en tout cas danseuse. Pendant très longtemps, mon rêve, c'était ça. C'était de monter sur scène pour danser, pas pour faire du théâtre. Je suis allée à la bibliothèque du village et j'ai pris tous les livres que je trouvais sur la danse classique. J'ai tout lu et puis j'ai demandé à mes parents à suivre des cours. Ils ont refusé parce qu'à l'époque ce n'était pas dans leurs moyens. Alors j'étais très déçue parce que je savais que dans le village il existait un cours de danse classique puisque j'avais plusieurs copines qui le fréquentaient. Mais moi donc je ne pouvais pas y accéder. Alors je me suis adaptée. C'est-à-dire que chaque mercredi après-midi, il n'y avait pas d'école. J'étais toute seule à la maison, mes parents travaillaient et je n'avais pas encore mon petit frère. Et plus tard, quand il est arrivé, de toute façon, il était chez la nourrice à côté, donc j'étais toute seule. Et je suivais mon cours de danse. C'est-à-dire que dans le salon, il y avait un meuble avec un miroir et une niche qui me servait de bar, en fait. Et j'avais potassé le déroulé d'un cours de danse. La barre,
l'échauffement, et puis le milieu, et puis les pirouettes, et l'adage, enfin un cours de danse quoi. Donc chaque mercredi après-midi, je dansais. Et puis à cette époque-là, le samedi soir à la télévision, il y avait des émissions comme celle de Mariti et Gilbert Carpentier. Et moi, dans un coin du salon, surtout hors de la vue de mes parents, je devenais danseuse chaque samedi soir. Je reproduisais toutes les danses, toutes les chorégraphies que je voyais à la télévision. Mon premier cours de danse, j'ai pu me le payer moi-même à l'âge de 16 ans. J'ai suivi les cours avec Stéphane Margariti, qui était une prof talentueuse, magnifique, très humaine, qui avait suivi tout un cursus de formation à New York. Et ça a été un véritable choc. Ça a été un choc parce que c'était la première fois que je ne dansais pas dans mon salon ou dans ma chambre, mais que je dansais dans une vraie salle de cours avec d'autres élèves. Et j'ai pris une sacrée claque parce que je me suis aperçue que j'avais pris de très mauvaises habitudes. Donc j'avais tout appris par rapport à des livres, sans correction. Et donc du coup, j'étais pas très bonne en fait. Et je me suis pris une sacrée claque parce que c'est là que je me suis rendu compte que mes rêves de danseuse, je pouvais leur dire au revoir en fait. J'étais trop âgée. J'étais trop âgée pour prétendre rentrer dans la moindre école et récupérer mon retard, tout ça. Donc ça a été ce premier cours de danse une immense joie et une immense peine. Et puis, comme d'habitude, je me suis adaptée. Je me suis dit que c'était pas grave, que ce qui comptait pour moi, c'était vraiment de danser, c'était d'apprendre. Et même si je n'en faisais pas mon métier, ce qui était important, c'était de conserver la danse dans ma vie, d'une manière ou d'une autre. Donc, je me suis lancée dans la danse à corps perdu. J'en ai fait énormément. Pendant une petite période de ma vie, certainement à outrance. J'ai fait plusieurs cours de la danse moderne jazz, ça n'existe plus du tout aujourd'hui. J'ai fait des cours de danse contemporaine, un petit peu de danse classique, et des spectacles aussi, dont 2 solos d'ailleurs, dont je garde un magnifique souvenir d'un solo sur une araignée où je dansais une femme araignée. C'était très audacieux, très sensuel, très décalé. Ma prof de danse de l'époque m'avait beaucoup coachée. Elle était très fière de ce solo, dont il ne reste absolument aucune image. Au départ, moi, c'était mon étincelle, c'était la danse, quoi. Je voulais devenir danseuse. Mes rêves de scène, c'était des rêves de scène dansée et pas du tout de théâtre. Par la suite, je me suis rendu compte qu'entre le théâtre et la danse, il y avait beaucoup de passerelles. Et je m'en suis servi plus tard, mais je le savais pas encore. On reste un peu dans le monde de la danse avec l'artiste derrière la deuxième porte des coulisses. Amandine Gros nous raconte sa passion du dessin, de la peinture et de sa relation forte au mouvement. Écoutez-la, moi j'ai trouvé ça passionnant. À la tienne. Hein. Oh, j'ai laissé monter dans ma cuisine. Mais... bonjour, je m'appelle donc Amandine Gros et je suis artiste peintre graphiste. Alors Amandine, avant de préparer cette interview, j'ai effectivement fureté un petit peu partout sur ton site, sur ton compte Instagram, etc. Et au fil de mes recherches, je suis tombée sur un article d'un journal communal pour lequel tu as donné une interview. Tu vois donc ce dont je parle. Et je l'ai trouvée très intéressante. Et il y a une phrase que j'ai relevée. Je vais te citer, je te lis.
J'ai une sensibilité assez corporelle, un rapport très fusionnel à la peinture. J'implique le mouvement et je travaille en musique. C'est l'émotion qui me fait vibrer et m'exprimer par la danse et le dessin. Alors ça m'amène, moi, plein de questions et d'interrogations. Très bien. À la danse des mots, nous ne sommes pas une association de danse, mais nous sommes extrêmement sensibles au mouvement, aux gestes. Deux d'entre nous, d'ailleurs, pratiquent la danse. Donc, ça m'amène à te poser une question tout à fait naturellement. Quelle est ta relation à la danse? Peux-tu m'en dire plus sur cette sensibilité corporelle? Oui, effectivement, c'est assez copieux de ce côté-là. Je pense que j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais que en effet, depuis toute petite, je suis quand même dans un élément, alors pas familial, hein, je suis un peu un ovni dans ma famille. Bon, en tout cas, je suis un peu la première artiste, on va dire, dans la famille proche, mais que je connaisse, en tout cas. Mm-hmm. Mais j'ai une sensation très émotionnelle, très, très vive à l'intérieur qui m'a fait très, très, très vite dessiner, danser, comme tu l'as compris, et même jouer du piano, enfin un peu de musique. J'ai pas été plus loin en musique, mais en revanche, la danse m'a suivi, et la danse et le dessin d'ailleurs m'ont suivi depuis très jeune jusqu'à encore aujourd'hui. Voilà. Mm-hmm. La danse, c'est quelque chose qui existe depuis mon enfance, donc je n'ai même pas arrêté. J'ai arrêté de danser. J'étais enceinte de mon premier enfant, en fait. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est pour dire que elle a pris une place importante, mais c'est une forme d'expression émotionnelle, entre autres, pas seulement, mais très émotionnelle, et que je retrouve aussi dans le dessin et la peinture, et que j'ai mis un peu plus de temps à mûrir, le dessin en peinture, et qu'aujourd'hui, j'exprime énormément en dessin et en peinture. Quel genre de danse pratiquais-tu ou que tu pratiques peut-être encore? Oui, alors j'ai commencé par la danse classique. Pour moi, c'est un peu le solfège, un peu la base, ça a été en tout cas. Donc beaucoup de danse classique, ensuite moderne jazz, puis jazz, très jazz, puis contemporain. Ça a évolué vers le contemporain. Voilà, et après ça a été ponctué de danse africaine ou afro-jazz. Voilà. D'accord, donc tu as exploré quand même pas mal de styles de danse. Pas mal. Du tango aussi, des danses de couple. Et ça tango, mais plus ponctuellement aussi. Ok. Bon, tu vois comme quoi on a quand même des connexions, parce que Magali de la danse des mots pratique le tango depuis très longtemps. Ah, génial. Et j'ai fait pas mal de danse contemporaine, danse jazz à l'époque. Et puis... Et puis effectivement, j'ai repris depuis quelques années un peu de la part de danse classique. Voilà. Donc, j'en suis là en fait, un peu comme je disais, je me suis arrêtée, j'étais enceinte de mon premier et mon enfant, et je reprends là. Alors j'ai donné beaucoup de place à la peinture depuis, ce qui fait que avec l'emploi du temps, c'est un peu compliqué de faire on va dire un emploi du temps de danse et un emploi du temps de peinture. Donc j'ai laissé la place à la peinture, mais la danse là, elle revient un peu. Je reconnecte tout ça. D'accord. Donc en fait, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de concurrence en toi entre la danse et la peinture. Pas du tout. Tu disais aussi que tu peins en musique. Quel type de musique tu écoutes? Alors, je peins en musique, ça c'est clair. Ça peut être assez varié et ça dépend du contexte dans lequel je peins, parce que j'ai plusieurs endroits. Je peins pas toujours au même endroit, mais je peins parfois seule et parfois on est plusieurs dans la même pièce, notamment au studio, effectivement, où on est deux à peindre, Aurélie, Yvan et moi-même. Je peins aussi chez moi, du coup, là, c'est seule, et je pratique aussi aux ateliers des Beaux-Arts de Paris. Là, je suis plutôt avec les gens quand même, mais parfois ça m'arrive de mettre la musique, mais en tout cas, donc c'est pas la même musique, c'est pour dire ça. Quand je suis chez moi, ça va être plutôt, ça peut être du classique, mais plus fréquemment, c'est plutôt, je sais pas comment on appelle ça, de la pop électro, je sais pas, Massive Attack, R. D'accord.
Muse, Coldplay, des musiques en fait qui me portent, qui font un peu planer aussi. Ouais. Voilà. Quand on est deux avec Aurélie au studio, c'est plutôt un peu plus dansé, un peu pop rock et une autre impulsion. Ouais, c'est une autre énergie du coup. C'est une autre énergie, voilà, et parfois d'autres choses qui sortent du coup. Quel est ton processus de création? Est-ce que tu pars de notes, de croquis? Est-ce que tu improvises peut-être par rapport à la musique que tu écoutes et de ce qu'elle fait naître en toi? Est-ce que tu as déjà une idée qui te trotte dans la tête et paf, ça sort devant la toile? Comment tu crées? Alors, tout cela est aussi relié parce que j'ai besoin d'un échauffement quand même. Ah oui. Comme à la danse finalement, comme à la musique aussi. J'ai besoin d'un échauffement, donc ça va être des carnets où je sais que les premiers essais, les premiers croquis. En dessin, ça va assez vite. En peinture, c'est un peu plus de temps. Alors déjà, je mets du temps à m'installer. Je suis connue pour ça. Je mets du temps à reconstituer mon atelier où que je sois. Voilà. Ensuite, je démarre dans des carnets, des couleurs, des palettes. Ce qui me vient, ce que j'ai envie. Et petit à petit, j'en viens à l'improvisation parce que petit à petit, il y a une envie qui va venir. Ah bah tiens, aujourd'hui, il y a le monotype. J'ai envie de faire du monotype. Du coup, je m'installe, je prends une plaque, j'encre. Et ensuite, comme j'ai déjà eu sous cette préparation, je suis dans ma bulle, plus la musique qui emporte. Voilà, et je dessine. Et puis voilà, après, j'enchaîne. Une improvisation plutôt, oui, souvent peinture ou technique d'impression, donc monotype, gravure, ce genre de travail. Ou grand format, les grands formats qu'on peut voir, je pense, plus sur Instagram, mais les grands formats sur le papier japonais, à l'encre, ça j'aime beaucoup aussi, parce qu'on parlait de corps dès le début. Mais oui. Voilà, et du coup, je m'implique complètement quand c'est des grands formats, là, c'est... C'est royal. Je me plonge dans la peinture, dans la couleur, dans les mouvements, dans la diffusion de l'encre. Voilà. Ça me rappelle un petit peu. Alors, tu en as certainement déjà entendu parler. On va le préciser pour ceux qui nous écoutent. Un peu ce que faisait Yves Klein dans les années 60. Qui lui privilégiait parfois la technique des pinceaux vivants avec ces modèles qui l'enduisaient de peinture et leur demandait de danser, d'éclabousser, de marcher sur la toile, d'appliquer le corps directement sur la toile. Est-ce que tu as déjà eu envie, toi, de faire ce type d'expérience de danse-peinture? Oui, j'ai déjà fait. En fait, effectivement, je suis passée par là. Alors, je pense que du coup, je m'en suis... éloignée par la suite, mais j'ai repris le pinceau et j'ai un côté plus japonisant aujourd'hui que Yves Klein. Mais je suis passée par là, notamment dans les années de prépa où j'ai joué le jeu. Je me suis mise en peinture et j'ai tamponné les feuilles, j'ai dansé sur les feuilles. Et, voilà, donc j'ai eu besoin, oui, en effet, c'est marrant. Que tu en parles, mais de passer par là aussi, sans forcément faire du Yves, c'était pas du tout le but. Non, c'était une expérience. J'étais pas dans les mêmes couleurs de toute façon à ce moment-là, mais j'ai eu besoin d'impliquer le corps physiquement à un moment donné, puis d'expérimenter en fait tout simplement les papiers, les formes, qu'est-ce que ça donnait. Oui. Ouais. Aujourd'hui, j'ai repris les pinceaux et à la rigueur les doigts, j'adore, mais les pieds aussi, mais les pinceaux. Tu vois. Je pense que c'est aussi le médium parce que je suis passée par pas mal de choses, mais l'encre de Chine, l'acrylique, et aujourd'hui je fais beaucoup d'encre. Et l'encre, du coup, ça travaille pas de la même manière. Disons qu'il y a un côté calligraphie qui intervient. Oui. Et de ce fait, pinceau, même si je les bricole parfois moi-même, même si des fois c'est une serpillière, il y a quand même un outil qui crée autre chose, voilà. Oui. J'ai vu aussi que tu avais gagné un prix, le prix de la ville Maison Alfort, au salon du Printemps des Arts. Et c'est marrant tout ce que tu viens de dire parce que évidemment je l'ai pas vu en vrai cette œuvre, j'ai vu les photos et je trouvais qu'il y avait effectivement un côté très asiatique, très japonisant. Et du coup, tu en as parlé là aussi.
D'où ça te vient, cette inspiration, cette sensibilité, en tout cas, qui ressort, ou en tout cas que moi j'ai ressenti? Oui, oui, tu n'es pas la seule à me dire qu'il y a cette influence ou cette inspiration. Très honnêtement, j'en ai aucune idée, dans le sens où ça m'a toujours un peu parlé, mais je pense que c'est une sorte de sensibilité. Je pense qu'on se rejoint. Enfin, il y a quelque chose qui m'interpelle ou que je rejoins dans cette sensibilité au papier. Je ne fais pas de pliage dans mon travail personnel, mais beaucoup plus dans mon travail de graphiste. Mais il y a l'origami, il y a les pinceaux, la calligraphie, l'encre. Et puis j'adore dans ce travail-là dont je parlais, les grands formats dans lesquels je m'implique corporellement, et c'est à l'encre, et j'utilise des gros pinceaux, et je fais intervenir le végétal souvent, pas tout le temps, mais souvent, la danse ou le végétal. Et ce que j'adore, c'est le mettre en lumière et qu'il y ait une transparence et qu'il y ait une lumière qui traverse. Et je sais pas, c'est vrai que ça donne un côté temple zen, j'en sais rien. Tu as fait des études vraiment très, très artistiques, avec une école d'art et d'architecture, je crois, si je me souviens bien ce que j'ai lu, des ateliers de Sèvres, tu parlais tout à l'heure des ateliers des beaux-arts, etc. D'où vient cette envie de dessiner, de créer? Quel a été le déclic? Est-ce que tu serais capable de l'identifier? Je sais pas si je parlerais de déclic, parce que pour moi, ça a une notion de soudain. Et je pense que c'était plutôt progressif. En tout cas, la danse, le dessin, j'ai pratiqué très rapidement petite, et j'ai eu ces besoins. En fait, je pense que tout est lié à ce mot émotion. Oui. Je suis quelqu'un d'assez émotif, voilà, et c'est pour moi un moyen de l'exprimer, cette émotion, de s'autoriser cette liberté-là, Oui. de l'exprimer. C'est passé assez rapidement, du coup, enfant, je sais pas, moi, du plus lointain de mes souvenirs, 5-6 ans, peut-être avant, mais je pense 5-6 ans, j'ai toujours eu cette envie de danser et de dessiner, en fait. Donc, c'est pas un déclic en soi, ça a été très progressif, et c'est évolutif, et ça l'est encore. Mais c'est assez vital, en fait. C'est comme un feu à l'intérieur, là. Je pense que c'est vraiment une question d'émotion, vraiment. Donc, de sensations, d'émotions que j'exprime depuis toute petite, effectivement, par la danse, éventuellement le piano. Moi, j'ai eu des cours, un petit peu de cours de solfège, mais après, très vite, j'ai pas pu tout faire. Donc, j'ai appris plus en amateur toute seule. Encore aujourd'hui, j'ai un piano et je m'amuse, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et par contre, la danse, j'ai vraiment voulu aller plus loin, et le dessin, évidemment, aussi. Les deux voilà, ça me permet d'exprimer mes émotions. Oui. Dans un monde qui n'est pas toujours évident, on n'a pas toujours la place de les exprimer, ses émotions. Donc voilà, l'art me permet ça, finalement. J'ai toujours beaucoup aimé aussi l'image imprimée. J'ai fait aussi partie d'un atelier de gravure à Chaville, notamment. Donc la presse d'impression n'est jamais très loin. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est explorer différents univers, différentes choses. Et je trouve ça pas mal, parce que ça nous met en danger à chaque fois un petit peu. Et on a besoin de ce danger pour aller chercher des choses plus profondes, plus sincères, plus libres. Est-ce qu'il y a des artistes que tu aimes particulièrement, dont le travail te touche d'une manière forte, et justement qui touche vraiment ta sensibilité, qui te parle? Je sais que j'ai travaillé un peu autour de Eva S. Eva S, ce qui me plaît dans son travail, elle a une vie pas facile, mais c'est le moment où, en 1965, si je me trompe pas, elle peint des tableaux, mais elle sent que ça marche pas, et elle se met à tirer la corde pour que le trait sorte du tableau. Enfin, donc son histoire sorte du tableau. Oui. Et ça, c'est un moment qui me parle, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien quand le tableau prend vie quelque part, quand c'est pas forcément une image accrochée sur un mur, et quand il se met en scène, en fait, quand il se met même à bouger, pourquoi pas. Moi, je sais que quand j'accroche
Et mes grands formats, Oui. papier washi, ils prennent le vent et Oui, ça avec la liberté, on a des voir. En fait, la poésie dans la ville, ça me fait plaisir. Et du coup, quand j'ai vu cette action, quand j'ai lu son histoire et que j'ai vu cette action, j'ai dit, bah oui, ça me parle, ça, par exemple. Après, je vais peut-être t'emmener un peu plus vers la scénographie, mais on va dire pour le coup, le déclic dans mon histoire artistique, ça va être plutôt un chorégraphe, qui est d'ailleurs bizarrement architecte. C'est François Verret. Alors lui, parce qu'à l'époque, en prépa, j'avais un dossier qui tournait autour de cette scénographie et j'allais beaucoup au théâtre de la ville, voir entre autres, voir bien sûr des chorégraphies, mais aussi les voir répéter. Oui. Et voir les décors qui se mettaient en place, bien sûr les danseurs qui répétaient, qui s'échauffaient. Et François Verret, j'ai vu un spectacle de lui, j'ai encore les images dans la tête. Il avait installé des rideaux sur scène et puis au bout d'un moment dans le spectacle, ils se sont mis à bouger sur scène avec les corps des danseurs et je suis restée scotchée. En tout cas, voilà, ce fut un déclic. C'est un truc qui m'a jamais lâché et je cherche autour de ça depuis pas mal. Par exemple, là, on est dans les artistes plutôt chorégraphes, mais quand je me mets à peindre, je lance la musique quand je peux et la musique va porter sur une émotion et en fait c'est l'émotion qui va être traduite, l'émotion telle qu'elle va arriver mais pas forcément celle que j'avais en arrivant. Oui. Si c'est pas la musique, parce que des fois on peut pas non plus, ce sont les images. J'ai besoin, comme je le disais, d'installer un atelier, un espace, de recréer un espace où il y a des images, de la musique si je peux, des couleurs, des outils, ou des palettes, des choses. Et là, du coup, il va venir quelque chose, il y a une émotion. Même si j'arrive triste, même si j'arrive joyeuse, je suis dans une espèce de sphère créatrice qui va apporter encore autre chose. Évidemment, je pense que l'émotion avec laquelle j'arrive va jouer, c'est sûr. Et justement, est-ce que parfois tu es étonnée par ce que tu produis ? Alors, si je suis étonnée, c'est que c'est bon signe. J'aimerais bien être étonnée à chaque fois. Ça m'est arrivé et c'était, en tout cas, l'étonnement dont je parle, c'était super parce que ça m'est arrivé un jour où j'avançais des peintures, voilà, et j'avais des palettes, bien sûr, à côté, et je sais que j'aimais bien travailler avec une modèle qui n'était pas modèle qui posait, mais elle racontait une histoire elle-même. Elle était en mouvement, avec des accessoires ou pas. Et c'était hyper poétique et très profond et ça me parlait énormément. Et donc j'ai remis des vidéos et j'ai remis des vidéos qui tournaient comme ça. Je les voyais sans les voir en fait. Donc toujours un peu la danse, la scène. Voilà. Et j'ai pris mon pinceau et j'ai fait un trait sur la palette. Et en fait, il s'est passé un truc. C'est le dessin qui est venu à moi. Il a bondi comme ça, il est sorti, il est venu sur la palette. Et donc, étonnement, surprise, j'ai fait Et celui-là, ce dessin-là, je le trouve bien. Après, il a quelque chose en fait. Là pour le coup, il y a une émotion qui s'est autorisée à sortir. Et ça, c'est génial quand on arrive à ça. Mais c'est pas tout le temps. J'ai un professeur qui m'a dit un jour, un tableau n'est pas une image. Et ça m'a vraiment marqué. Alors, en tout cas, je vous le souhaite, il m'a dit. Un tableau n'est pas une image, en tout cas, je vous le souhaite. Et il a dit, à l'inverse, on peut faire une image à partir d'un tableau, mais pour être plus clair, peut-être, dans l'autre sens. En tout cas, c'est une phrase qui m'a marquée. Et ce petit bambino, parce que je l'appelle comme ça, la petite surprise que j'ai eue ce jour-là, on fait partie, je pense, en fait. Et c'est ça qui est super agréable. C'est quand on a ce genre de surprise du coup, c'est de l'authenticité pure, c'est l'émotion qui sort toute seule. Et donc, c'est plus une image, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Et c'est de là d'où vient la surprise, en fait, je pense. Pour répondre plus profondément à ta question, et je souhaite à tous d'en rencontrer plusieurs des surprises comme ça. Et donc, voilà.
En tout cas, bon, je te remercie beaucoup. Moi, je serais restée longtemps à t'écouter parler de danse, de dessin, de relations entre les deux, de grands formats. En tout cas, c'est super chouette, vraiment, tes propositions de podcast déjà et tes recherches avant les interviews, c'est super. Enfin, je veux dire, c'est la moindre des choses. C'est très intéressant pour nous. Donc, même pour nous, enfin, je veux dire, personnellement, on est obligé de réfléchir à dire qu'est-ce que je fais au fait. Dans la première saison, nous avons reçu beaucoup de musiciens. Alors, à la fin de leur interview, ils offraient une chanson de leur répertoire à partager. Là, Amandine n'étant pas compositrice-interprète et les toiles passant très mal en audio, eh bien j'ai dû trouver autre chose pour vous offrir une petite pause musicale rafraîchissante. Le site Zik Libre en Bib offre tout un tas de choix d'artistes qui proposent des musiques libres de droit. Alors je suis allée piocher dans tout ça et je vous ai trouvé un morceau d'Eric Satie, comme vous ne l'avez jamais entendu, Wake Up My Child par Tali Koren. Et voilà. Pour clore ce premier épisode de la deuxième saison, je laisse le micro à Marion. Marion est la fondatrice de Théâtre en 1001 lieux et elle va vous raconter au fil des épisodes des détails cachés ou méconnus du théâtre. Aujourd'hui, elle nous révèle l'origine des 3 coups au théâtre. Vous savez, ces 3 coups là comme ça.
Si vous aimez fréquenter les théâtres, vous avez dû déjà entendre ce bruit maintes et maintes fois. Les fameux 3 coups qui annoncent le début d'une représentation. Ce n'est pas systématique car la tradition se perd, mais tout de même, cela arrive encore souvent. Les 3 coups sont frappés juste avant le début du spectacle pour attirer l'attention du public, plus particulièrement quand il y a un lever de rideau. Les origines et les significations de ces 3 coups sont multiples, incertaines et variées à travers les siècles. Au Moyen-Âge, les 3 coups symbolisaient la Trinité. Dans le christianisme, la Trinité ou Sainte Trinité est le Dieu unique en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À cette époque, les comédiens étaient mal considérés par l'Église, et notamment victimes d'excommunion. Ils avaient donc pris l'habitude de conjurer les sanctions en ponctuant le premier des 3 coups par un au nom du Père, le suivant par un au nom du Fils et le dernier par un et du Saint-Esprit. Parfois, ces 3 coups étaient précédés d'un roulement plus rapide, contenant entre 5 et 13 frappes rapides. Ces coups supplémentaires pouvaient avoir plusieurs significations. Les 9 coups symbolisent les 9 muses de la Grèce antique. Un coup pour Clio, la muse de l'histoire. Un coup pour Euterpe, la muse de la musique, joueuse de flûte. Un coup pour Thalia, la muse de la comédie. Melpomène, la muse de la tragédie. Terpsichoré, la muse de la poésie lyrique et de la danse. Erato, celle du chant nuptial. Polymine, celle de la pantonomie et de la rhétorique. Uranie, la muse de l'astrologie et de l'astronomie. Et un dernier pour Calliope, la muse de la poésie épique. Les 12 coups représentaient les 12 apôtres, auxquels on a soustrait Judas, évidemment. Et les 12 coups symbolisent le nombre parfait, le symbole de l'unité théâtrale. Une autre explication fait correspondre les 3 coups aux 3 saluts que les comédiens exécutaient avant de jouer devant la cour. Le premier salut vers la péritendance, côté jardin, le deuxième vers le machiniste, côté cour, et le troisième pour le public. À l'époque de Molière, la troupe annonçait aussi l'entrée de la famille royale dans le théâtre. Le roi, la reine et le dauphin. Un coup pour chaque tête couronnée. Une dernière explication se trouve dans le théâtre classique français. En effet, à cette époque, le régisseur martelait le sol de 12 coups rapides afin d'annoncer le début de la représentation aux machinistes, qui pour certains étaient sous la scène et ne voyaient pas le spectacle. Ensuite, un premier coup venait des cintres, un autre lui répondait, un deuxième coup montait au-dessus de la scène, un troisième venait dans le coulisse opposé. Bref, chaque machiniste se trouvant donc bien à son poste, le régisseur pouvait ouvrir le rideau. La comédie française, elle, frappe 6 coups, afin de matérialiser la jonction des 2 troupes, celle de l'Hôtel de Bourgogne et la troupe de Molière. Les 3 coups sont frappés par un brigadier, fait traditionnellement en bois, avec un morceau de perche de théâtre, sur lequel on rajoute une poignée de velours rouge fixée par des clous dorés. Le terme brigadier vient du fait que les machinistes travaillent en équipe, en brigade. Le grade de brigadier était donné à un ouvrier dirigeant une équipe. Le régisseur, se servant d'un bâton pour frapper les 3 coups, rassemblait l'équipe du théâtre pour commencer le spectacle, tel un brigadier rassemblant ses hommes. On a donc appelé par métonymie le bâton lui-même un brigadier. Et dans le théâtre moderne et contemporain, dans tout ça, eh bien aujourd'hui, les mises en scène modernes et les nouveaux rapports entre la scène et le public font qu'il arrive bien souvent que la tradition des 3 coups est abandonnée. Voilà, maintenant, vous savez tout ou presque des 3 coups au théâtre. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Je suis plutôt contente, le chat n'a pas trop ronronné, mon voisin n'a pas repris sa perceuse et les avions n'ont toujours pas redécollé. Alors on se retrouve dans 15 jours et d'ici là, partagez cet épisode, faites connaître notre podcast, likez-le, commentez-le et écoutez la première saison et cet épisode et tous les autres à venir sur PodCloud, YouTube, Spotify, Deezer et notre site. Allez zou, on referme la porte des coulisses.